La parole est à Madame Esther Benbassa pour le groupe CRCE. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, si un travail important a été effectué jusqu'ici par les associations féministes et luttant contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que par les délégations aux droits des femmes des deux chambres, le sentiment prévalant est toujours celui de la maltraitance des victimes et de l'impunité des agresseurs. Le texte qui nous est soumis se voudrait une réponse législative à ce qui est surtout un immense chantier social et sociétal à ses balbutiements. Et quoi que l'on puisse penser de ces dispositions, la première chose qui frappe, c'est un relatif manque d'envergure. Qui peut vraiment penser que 4 modifications législatives pourront suffire à mener efficacement la lutte contre les violences sexistes et sexuelles? Elles peuvent au mieux lancer un processus pour mieux aborder ces questions sans toutefois aller à la racine du mal. La réalité de notre société, qui méconnaît encore souvent la gravité, la fréquence et la prégnance des violences sexistes et sexuelles, devrait nous inciter à plus d'ambition. La parole féminine qui s'est exprimée ces derniers mois, les hashtags #MeToo et Balance ton porc qui ont déferlé sur les réseaux sociaux, tout cela est venu nous rappeler que les violences sexistes et sexuelles s'exercent sur nos concitoyens et concitoyens de manière massive, sans distinction de milieu social ou professionnel. Ce mouvement, souvent présenté comme une libération de la parole des femmes, nous interroge d'abord sur le silence qui l'a précédé et qui, quoi qu'on en dise, s'impose toujours à l'immense majorité des victimes. Ces problématiques ne sont pas nouvelles. Elles ont d'ailleurs été évoquées ici, même en février 2017, lors d'un débat que j'avais initié sur le thème « Violences sexuelles, aider les femmes à parler ». Modifier la loi est-elle la réponse? Le législateur, la législatrice ne peut certes plus occulter le problème, mais c'est aussi la société dans son ensemble, femmes et hommes ensemble, qui se doit d'apporter des réponses à ces atteintes majeures à l'intégrité même du corps féminin. Cette histoire remonte à loin, longtemps soumise à une domination masculine sans partage, considérée d'abord comme reproductrice, comme objet de convoitise sexuelle. Les effets de l'infériorité entre guillemets sociale supposée de la femme n'ont pas disparu. En témoigne, entre autres, l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, le peu de place qu'elles occupent en politique, dans les conseils d'administration, à la tête des entreprises, dans les postes à responsabilité, etc. Les exemples sont nombreux, jusqu'à la circulation même de la parole féminine, elle-même sans cesse interrompue ici et là. Les violences sexistes et sexuelles découlent d'une perception globale, directe ou indirecte, de la femme comme objet plutôt que comme sujet. Perception que nombre de femmes elles-mêmes ont fini par intérioriser. Leur silence face aux violences sexistes et sexuelles n'y est pas étranger, même s'il y a bien sûr des garçons mineurs qui sont aussi agressés sexuellement, violés, etc., même si bien sûr leur nombre est moindre que celui des femmes. Ce n'est pas un hasard si, en France, une femme victime de viol sur 10 porte plainte contre son agresseur. Ce chiffre est certes impressionnant, mais ne peut être imputé à la seule faiblesse supposée de notre arsenal législatif. Ce silence est lié aussi à ce qu'il convient d'appeler la culture du viol, qui consiste à faire porter à la victime d'une agression une partie de la culpabilité. Pour démonter cette culture du viol, il est nécessaire de rappeler
inlassablement qu'une victime de harcèlement ou d'agression sexuelle n'est jamais responsable de ce qu'elle subit. Il est indispensable de développer l'information et la prévention dans les écoles, les universités, les administrations, les entreprises, pour que les citoyennes et les citoyens puissent appréhender clairement ce qui relève d'une infraction sexuelle, le repérer, y réagir et surtout le dénoncer. Si tout cela n'est pas accompagné d'une valorisation de la place de la femme dans la société, les efforts déployés pourraient s'avérer vains. Éducation et manuels scolaires ont un rôle important à jouer en la matière en faisant évoluer leur contenu. On ne peut pas se dispenser non plus pour les victimes osant parler d'un véritable accompagnement au moment du dépôt de la plainte, puis tout au long de la procédure. De même, si la police et la justice ne sont pas dotées des moyens financiers et des formations nécessaires à cette mission, il est à craindre que tout cela ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau. Toutes ces questions méritent débat. Nos divergences seront probablement nombreuses. Convenons toutefois, toutes et tous, que ce sujet doit définitivement cesser d'être un tabou. La parole libérée des femmes doit nous pousser à le prendre enfin à bras-le-corps.